Bon, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle, qu'on a appelé pour l'instant Cohorte Québec. On est toujours un petit peu en recherche de noms. Alors, si vous avez des suggestions, on est très ouvert. Alors, aujourd'hui, je me fais un petit peu la porte-parole de ce projet parce que c'est vraiment pas moi qui l'ai mené. Je fais partie du comité exécutif, mais ça a été beaucoup mené par Gina Mockle, Célia Gagné et Emmanuel Bugeaud, avec le soutien de beaucoup d'autres chercheurs et aussi d'auxiliaires de recherche, de professionnels de recherche, dont Johan Courtemanche, qui est nommé ici. Vous allez m'excuser, j'ai une grosse grippe, là. Je vais essayer de passer à travers la présentation. Alors, aujourd'hui, donc, je me fais un peu la porte-parole du projet parce que les personnes principales sont beaucoup impliquées dans l'organisation de la classe. Alors, elles ne sont pas trop disponibles pour présenter, mais j'ai vu que Gina Mockle était là. J'ai vu que Johan Courtemanche était là. Je ne sais pas si Célia est là, mais je pense qu'elle va peut-être se joindre à nous aussi. Alors, donc, le but de la présentation aujourd'hui, c'est, dans le fond, d'abord de susciter l'intérêt pour le projet, de vous présenter un peu qu'est-ce que c'est le projet, susciter de l'intérêt pour peut-être élargir les collaborations, trouver du financement en collaboration aussi. Mais aussi, l'autre objectif, c'est de proposer un exemple de démarche interdisciplinaire qui s'inscrit vraiment bien dans les objectifs du réseau. Donc, les objectifs du réseau étant de joindre ensemble différentes perspectives, différentes disciplines pour mieux comprendre le développement de l'enfant autour de la périnatalité. Alors, c'est les objectifs du programme d'aujourd'hui. Donc, l'idée de départ est venue de Gina Mockle et Emmanuel Bugeaud, qui travaillent tous les deux au Centre de recherche du CHU de Québec et qui travaillent dans deux axes différents. Gina Mockle étant directrice maintenant de l'axe santé des populations et pratiques optimales en santé, et Emmanuel Bugeaud qui fait partie de l'axe reproduction, santé de la mère et de l'enfant, dont le directeur est Bruno Piedboeuf, qui est aussi impliqué dans le projet. Donc, Emmanuel Bugeaud a une espèce de plateforme extraordinaire de recrutement de femmes enceintes. Il est capable, à l'aide d'une chaire de recherche et d'une plateforme de recherche financée par le Fonds canadien pour l'innovation, de recruter jusqu'à 4000 femmes enceintes sur 2 ans, à raison d'environ 40 femmes par semaine. Donc, c'est une plateforme extraordinaire de recrutement. Et Emmanuel s'intéresse surtout à la grossesse, donc à toutes les complications qui peuvent survenir pendant la grossesse, particulièrement la prééclampsie, et à l'intervention aussi pendant cette période. Mais Emmanuel, après la naissance de l'enfant, ne suit plus les familles. Et Gina Mockle, qui s'intéresse au développement de l'enfant, s'est dit, ben ouais, quelle opportunité manquée de faire un énorme suivi avec une énorme cohorte, dans le fond, de familles qui sont originaires de la région de Québec. Donc, c'est ensemble qu'ils ont cogité ce projet d'élaborer une espèce de plateforme de recrutement qui servirait pour plusieurs chercheurs de différentes disciplines. Je veux vous dire aussi que Emmanuel est en obstétrique, Gina Mockle en développement, s'intéresse particulièrement aux facteurs environnementaux, là, aux facteurs toxiques dans l'environnement qui peuvent influencer le développement de l'enfant à partir de la période prénatale. Donc, deux sujets, deux disciplines complètement différentes, mais qui peuvent très bien se compléter pour mieux comprendre tous les facteurs qui déterminent le développement de l'enfant à partir de la période prénatale. Donc, ils se sont mis ensemble pour élaborer un projet avec des collègues dont l'objectif est de mettre en place une plateforme interdisciplinaire de recherche longitudinale à partir du premier trimestre de la grossesse pour une meilleure compréhension de la santé et du développement de l'enfant et de leurs déterminants. Donc, très, très large pour essayer de fédérer là, toutes les expertises qu'on a autour de la grossesse et du développement de l'enfant. L'approche générale, ça prend la forme d'un suivi longitudinal d'une cohorte de 4000 enfants à naître et leurs familles. Donc là, ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est qu'on recrute les 2 parents
dès le premier trimestre de grossesse. Donc, dans le projet original d'Emmanuel, c'était juste la mère qui était impliquée parce que c'était juste la grossesse qui l'intéressait, sauf que là, en ajoutant le suivi des familles, ben là, on va s'intéresser aux deux parents. Dès justement le premier trimestre de grossesse, avec 3 évaluations prénatales, une à chaque trimestre, évidemment des mesures à la naissance et des évaluations postnatales. Pour l'instant, on est prêt pour faire un suivi à 6 et 18 mois, mais l'idée, c'est évidemment de suivre cette cohorte à plus long terme. Et de façon vraiment générale, les mesures vont toucher la santé physique, la croissance de l'enfant, même prénatal, le développement, puis quand l'enfant est né, le développement cognitif, social, émotionnel, comportemental, donc santé physique et santé mentale chez l'enfant. Même chose chez les deux parents, santé physique et santé mentale. On va aussi bien caractériser les environnements à la fois prénataux et postnataux. Donc, on parle d'environnements sociaux, on parle de nutrition de la mère, on parle de consommation de substances pendant la grossesse et un peu plus largement aussi dans l'environnement, l'utilisation des services de santé et des services sociaux dans les familles. Emmanuel et Gina ont réussi à rassembler 38 chercheurs, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont rajoutés depuis, là, mais j'ai une liste de 38 chercheurs qui viennent de toutes sortes de disciplines différentes. Ceux que j'ai mis en gras, c'est ceux qui font partie du comité exécutif. Le projet, c'est vraiment centré sur la région de Québec pour commencer. D'une part parce que c'est là où il y a l'endroit de recrutement, c'est au CHU de Québec, au Centre mère-enfant, mais aussi parce qu'on voulait obtenir du financement qui visait vraiment à valoriser les expertises qui sont présentes à l'Université Laval, puis dans tous les centres de recherche autour dans la région de Québec. Donc, je ne vais pas vous lire les noms, mais je vous laisse un petit peu de temps pour les regarder. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs personnes ici d'ailleurs qui sont nommées, qui sont participants à la présentation. Il y a plusieurs disciplines qui sont représentées, médecine sociale et préventive, pédiatrie, psychologie, éducation, nutrition, santé publique, obstétrique, sciences infirmières, psychoéducation, biologie moléculaire. Donc, vraiment plusieurs disciplines complètement différentes, mais toutes qui se rejoignent toutes autour de l'idée de mieux comprendre le développement, les déterminants du développement de l'enfant et de sa santé. Toutes les personnes qui sont rassemblées amènent toutes sortes d'expertises, à la fois au niveau des approches ou des disciplines et aussi au niveau des problématiques ou des déterminants qui sont considérés. Donc, parmi les expertises, études longitudinales, toxicologie, biomarqueurs, génétique, néonatalité, néonatologie, psychologie communautaire, intervention, soit précoce ou même en activité physique, toutes sortes d'expertises différentes. Et même au niveau des problématiques, ben là, un nombre très impressionnant aussi de problématiques différentes, soit pendant la période prénatale ou postnatale, donc prééclampsie, nutrition périnatale, gain de poids gestationnel, diabète, anomalie fétale, maladie associée à la grossesse, et allaitement, et tout au niveau postnatal, attachement, transition scolaire, problème de langage. Donc, on a vraiment toute une panoplie de disciplines et d'expertises qui sont représentées dans ce projet. Donc, l'originalité, si on résume un petit peu de ce projet, c'est le recrutement du couple, donc pas seulement juste un parent, pas seulement juste la mère, et l'étude à long terme de la triade, donc les deux parents puis l'enfant à naître. On n'exclut pas aussi d'accepter de commencer à suivre à un moment donné d'autres enfants dans la même famille, ce qui pourrait nous permettre de faire des analyses intéressantes au niveau familial, au niveau des différences intrafamilles et interfamilles. Un autre aspect, évidemment, qui est unique à cette, pas unique, mais qui est très important à cette cohorte, c'est
le début de la caractérisation des environnements et de la croissance dès la grossesse. On va l'établissement d'une biobanque aussi avec plusieurs prélèvements bio. On va aussi mesurer les services. Donc, on part vraiment de ce qui est très, très bio, la génétique, les marqueurs, les biomarqueurs, puis on va jusqu'à l'environnement très large de l'enfant, jusqu'aux services sociaux, services de santé. Et on veut aussi amasser des données médico-administratives pour suivre les familles de façon un petit peu plus large sans toujours les solliciter finalement. Et pouvoir les suivre à long terme, même si un jour ils décident de ne plus participer à l'étude. Donc, je vais vous présenter un peu, parce qu'on veut le présenter un peu comme un exemple de démarche qui peut être faite, qui s'insère bien dans l'esprit du réseau. Je vais vous présenter un peu la démarche du projet qui a commencé, dans le fond, à l'automne 2020, où le groupe a essayé d'identifier des thèmes de recherche, puis des chercheurs qui allaient avec. Donc, c'est ça qui a comme donné naissance à cette liste très grande de chercheurs qui participent maintenant. À l'hiver, au printemps, surtout à l'hiver 2021, il y a eu des rencontres de groupes de travail, puis je vais vous montrer c'est quoi les groupes de travail, pour identifier des mesures incontournables qu'il fallait absolument prendre pendant la période prénatale particulièrement, puis on va faire le même exercice pour le postnatal, de toutes sortes de perspectives différentes. Puis après, au printemps, surtout Gina et sa professeure de recherche, Catherine Mimo, ont travaillé à réduire, à réduire la liste des mesures pour en arriver à quelque chose de réaliste et qui n'est pas redondant pour que les participants passent un temps raisonnable à répondre à des questionnaires et à faire à prendre des mesures directes. Donc, les groupes de travail dont je parle là, pour identifier les mesures incontournables, c'est ceux-ci. Donc, il y a même des sous-groupes aussi, là. Donc, on parle de génétique, biomarqueurs et génomique. Donc, il y avait des chercheurs qui étaient responsables du groupe de travail et un ensemble de chercheurs qui étaient intéressés ou experts dans ce domaine et qui se sont rencontrés pour élaborer, pas élaborer, mais choisir ou nommer des mesures très importantes à prendre pour mesurer tous ces aspects importants là, des déterminants du développement. Donc, génétique, biomarqueurs génomiques, les services de soutien, prénatal et périnatal, puis aussi un autre groupe pour famille et enfants. Donc, dans le postnatal, là, on parle de services à la fois populationnels et des services plus ciblés là, pour les familles plus à risque. On veut mesurer aussi les antécédents de trauma, stress et santé mentale des mères et des pères, les habitudes de vie, la nutrition en particulier, mais aussi habitudes de vie pour la consommation et l'exercice physique. Complications issues de grossesse, complications du nouveau-né, substances chimiques, donc contaminants dans l'environnement, substances récréatives, drogue, alcool, médicaments. Et on veut aussi mesurer évidemment les caractéristiques sociodémographiques, les réalités familiales et sociales. Donc, pour chacun de ces groupes, il y avait souvent 2 responsables, puis un petit groupe de chercheurs qui étaient impliqués et qui se sont rencontrés 1 ou 2 fois pour élaborer une liste de mesures incontournables. D'autres sources d'informations, donc en plus de ces groupes de travail, les chercheurs, surtout Gina et ses collègues, sont allés chercher aussi dans Malmstrom Research, qui est une source d'informations par rapport aux études qui existent. Donc, pour essayer de s'arrimer, dans le fond, avec des études existantes sur la prénatalité et d'autres études longitudinales du développement de l'enfant. Il y avait d'autres études aussi qu'on a utilisées, qui étaient pas dans Malmstrom, là, incluant MIREC, 3D, qui sont 2 études de grossesse, grossesse en santé aussi, puis LDEC qui commence à la petite enfance.
Il y a aussi une volonté d'arrimage avec le LDEC 2, qui est une autre cohorte d'enfants représentatifs de la population du Québec et qui est en cours déjà. Donc, il y avait un souci d'arrimer les mesures avec ce qui existe déjà dans les cohortes pour pouvoir, à terme, faire des combinaisons d'échantillons, poser les mêmes questions avec les mêmes mesures, ce genre de choses. Maintenant, à l'été, après avoir choisi la liste de questionnaires, la liste de mesures, on a préparé les questionnaires. On va utiliser la plateforme REDCap qui est disponible à l'Université Laval pour faire des questionnaires web avec les parents, la mère et le père. On a travaillé sur l'approbation éthique. Puis, en décembre, il y a eu une étude pilote d'une vingtaine de familles pour tester le protocole au premier trimestre de grossesse. Et après, on a préparé le volet postnatal. Puis, on se prépare pour une autre étude pilote pour justement prendre 800 femmes dans ce moment-ci et les suivre les familles à jusqu'à 6 et 18 mois postnatal. Dans les sources de financement pour jusqu'à maintenant, on a été financé par une subvention de l'Alliance Santé Québec, dirigée par Célia Matgagné, une subvention de la Fondation des Étoiles demandée par Gina Mockle, puis aussi par la direction du Centre de recherche du CHU de Québec. Il y a plusieurs demandes qui ont été faites. Ça a été une grosse partie du travail là, dans les derniers mois, disons dans la dernière année, là, de faire des demandes aux IRSC et en ce moment, une lettre d'intention qui a été déposée au FRQS. Donc, jusqu'à maintenant, les projets visent surtout à comprendre l'impact du cannabis, la consommation de cannabis pendant la grossesse sur le développement de l'enfant, caractériser aussi la consommation de cannabis chez les femmes enceintes. Le projet de Célia Matgagné, ça porte sur le rôle du père dans le soutien à la santé mentale de la mère, puis au développement de l'enfant. Les prochaines étapes, bon là, on est dans, je dis, oh, c'est pas moi, c'est plus Gina et Johan, qui sont dans la demande d'éthique pour recruter les 800 familles d'ici septembre 2022. Ce projet, cette étude pilote de 800 familles, est financé par la chaire de recherche d'Emmanuel Bugeaud. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est de faire 2 collectes postnatales à 6 et à 18 mois de ces familles qui avaient été recrutées au prénatal par la plateforme d'Emmanuel Bugeaud. Donc, ça fait le tour un petit peu du projet puis de son développement. Maintenant, je veux juste parler peut-être un petit peu des défis. Donc, les défis, évidemment, comme dans tout projet longitudinal, c'est le financement. Et le financement à long terme. Donc, il y a vraiment beaucoup de chercheurs impliqués avec plusieurs questions de recherche, mais ça va prendre beaucoup plus de financement pour y arriver. On essaie de voir aussi s'il y a des fondations qui pourraient permettre un financement plus structurel pour arriver à toujours suivre la cohorte, même s'il y a des trous de financement à long terme. L'approbation éthique peut être un petit peu particulière aussi parce qu'on a plusieurs projets qui vont se rattacher et donc ça demande plusieurs amendements au protocole éthique. On veut aussi établir une banque de données. Donc, c'est toutes des questions importantes là, au niveau éthique parce qu'on veut demander aux parents leur consentement pour faire partie de quelque chose qui va être à long terme et dont on ne connaît pas toujours les spécificités là, dans le futur. Alors, ça fait le tour de ma présentation, puis j'aimerais ça maintenant peut-être ouvrir à tout le monde pour la discussion. Je vais arrêter mon partage, ça va être plus facile. Oui, Madame Kim. Ah oui, c'est un énorme projet. Bravo, c'est vraiment incroyable. J'espère que vous allez recevoir des tonnes et des tonnes d'argent dans l'année qui vient. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de recrutement? Parce que c'est bien important, surtout si le recrutement se fait par le média social.
Nous avons une étude en ce moment en Australie, c'est à travers l'Australie pour le COVID. Et vraiment, on a passé 6 mois à enlever tous les bots et les fraudes parce que, surtout s'il y a de l'argent, si on va payer les gens, même si c'est 5 $, 20 $, ça attire des personnes avec des mauvaises intentions. Oui, très bonne question. En fait, le Et un recrutement passe. captcha, c'est pas assez. Un captcha, c'est pas assez. J'ai Oui, une c'est pas du article. recrutement par les médias sociaux pour l'instant. Pour l'instant, le recrutement se fait tout par les médecins qui suivent les femmes qui sont en suivi de grossesse. Donc, à partir du moment où le médecin, il y a une déclaration de grossesse finalement, la femme enceinte est invitée à participer au projet. Et ce qui a fait, je pense, beaucoup le succès là, du recrutement jusqu'à maintenant, c'est que Emmanuel, dans son projet, offre aux femmes une échographie 3D, qui est quelque chose qui, d'habitude, les femmes ont seulement en clinique privée. Et évidemment, c'est vraiment pas tout le monde qui se l'offre. Alors, ça a été beaucoup un incitatif positif là, pour recruter les femmes. On a quand même des défis au niveau de la représentativité de l'échantillon. Donc, on se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on va être capable de recruter les femmes, par exemple, qui arrivent tard pour déclarer leur grossesse, par exemple, qui sont déjà rendues bien avancées dans leur deuxième trimestre, les femmes qui sont moins, qui utilisent moins les services de santé finalement. Donc, on se pose des questions là-dessus, puis on pense que justement, peut-être que le recrutement web, le recrutement par les médias sociaux pourrait nous aider. L'autre option, c'est d'aller recruter dans des régions où le statut socio-économique est un peu plus faible, parce qu'on veut essayer d'assurer la représentativité de l'échantillon. C'est important pour plusieurs de nous qui travaillons sur des questions qui touchent plus les familles à risque, la consommation, etc. OK, c'est parfait. Bravo. Docteur Serra, oui? On vous entend pas. Pourtant, ça a l'air que... Non, on vous entend pas, mais vous n'êtes pas sur mute. Gina, j'aimerais pas pour compléter mes réponses. On vous entend toujours pas. Voulez-vous l'écrire dans le chat, peut-être? OK. On va passer à la question. En attendant, on va passer à la question de Geneviève Roch. Oui, salut. Ben, je vais Bonjour. compléter un petit peu pour être celle qui a fait les recrutements. Si vous voulez, les trucs, j'ai donné une formation là-dessus par les médias sociaux. Puis niveau coût-bénéfice, non seulement ça permet une meilleure représentativité, mais juste pour vous donner une idée, je recrutais aussi en clinique, c'était avant qu'il existe la plateforme. Puis on avait justement l'enjeu de vouloir recruter dans 2 régions, donc pas juste Québec, mais aussi Chaudière-Appalaches, donc on ne pouvait pas se distribuer dans tous les sites. Puis par médias sociaux, en clinique, ça me coûtait en moyenne 130 $ par participant recruté. Et ça a pris 79 semaines pour 1200, ce qui était notre visée. Et en 6 semaines, ça me coûtait 4,8 par Facebook pour un participant recruté. Et j'ai non seulement pu recruter dans les sites éloignés de Chaudière-Appalaches qu'on n'arrivait pas à rejoindre à cause du volume là, à Thetford et compagnie, mais en plus, c'était en effet des profils différents. Donc, c'était pas des gens nécessairement super éduqués et tout ça. Donc, ça a créé la diversité qu'on voulait au niveau de l'échantillon. Fait que moi, qui étais hyper résistante, si vous cherchez, je n'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de compte Instagram, j'ai rien. Mais c'était les parents partenaires qui nous avaient dit, allez nous chercher où est-ce qu'on est sur les médias sociaux. Et en effet, comme le soulignait Suzanne, par contre, ça prend vraiment beaucoup de vigilance. Nous, on avait vraiment développé la procédure avec le bureau de conduite responsable en recherche, puis le comité du cycle de Chaudière-Appalaches. Fait que, si vous voulez, il y a tout un package qui existe déjà avec une conférence sur comment faire le recrutement par médias sociaux. On était un petit peu avant-gardiste. Nous, on a fait ça il y a un bon moment. Donc, c'était plus avant la pandémie. Avec la pandémie, ça s'est augmenté.
Les hommes demeurent toutefois toujours difficiles à recruter. Mais pour les femmes, ça va super bien. Puis, vous pouvez, si vous continuez en questionnaire numérique ou vous leur demandez de vous visiter, euh, ça fonctionne bien aussi. Mais il faut prendre toutes les précautions parce qu'en effet, ceux qui n'avaient pas pensé au bot et qui avaient des questionnaires numériques se sont habituellement fait contaminer énormément. Dans notre cas, on y allait avec la même méthode de recrutement. Donc, toute personne qui était intéressée nous joignait, on vérifiait l'identité, on vérifiait tout et après, on envoyait les questionnaires numériques par courriel, comme on le faisait dans les modalités de recrutement clinique. Fait que le petit truc, si jamais vous êtes intéressé, tout est disponible. Je pourrais vous envoyer le kit et les liens, les articles à jour et toutes les questions éthiques que vous allez vous faire poser. Parce que c'est très important au niveau de la protection des données. C'est beaucoup plus démocratique. L'autre chose, là, c'est que on bypasse le système médical. Autrement dit, la personne qui veut participer, mais qui n'a pas le bon médecin, excusez-moi de le dire, mais c'est souvent comme ça, hein, on tombe sur le médecin qui est là, peut participer pareil. Donc, c'est un mode de recrutement beaucoup plus démocratique. Merci pour les conseils. On va certainement vous consulter toutes les deux. Gina pourra faire le lien. Il y a une chose que je veux rajouter, c'est que en fait, pour participer, il faut que les femmes viennent au centre mère enfant pour la première visite. Alors, même si on a des bots, il n'y a personne qui va répondre à un questionnaire. En fait, ça va être plus une invitation. Si on le fait sur le web, là, ça va être plus sur une invitation, puis après, il faut voir la personne. On fonctionnait, mais on ne les voyait pas en présentiel, mais on était par contact téléphonique. Mais c'est juste que ça donne les coordonnées de tout le monde. Puis vraiment, là, c'est le fun parce que c'est recrutement ciblé. Il faut comprendre ici que ce n'est pas du partage. Ça veut dire que ça rentre juste dans les Facebook des gens qui correspondent aux critères que tu recherches. Vous ne pouvez pas imaginer la force. Et si vous cherchez des employés, ça fonctionne aussi très bien pour LinkedIn et les autres. Alors, voilà, tous les petits détails pour renforcer un réseau. Vous voulez ajouter quelque chose? J'ajouterais que j'apprécie les commentaires de Geneviève, puis comme elle est maintenant une experte, on va certainement se tourner vers elle. Mais Emmanuel est en train d'ouvrir une clinique dans la région Chaudière-Appalaches. Et l'intérêt de recruter via cette deuxième clinique, par exemple, ça permet d'élargir notre bassin de recrutement en ayant une meilleure représentativité socio-démographique, mais surtout de pouvoir les attraper assez tôt en premier trimestre de grossesse pour faire nos prélèvements d'échantillons biologiques et notre questionnaire du premier trimestre suffisamment tôt, ce qui est quand même important pour plusieurs questions de recherche, ce que permet peut-être pas de faire aussi facilement les réseaux sociaux parce qu'il faut quand même les amener dans une clinique à quelque part après pour faire ça. Les réseaux sociaux, tu as deux moyens. Les réseaux sociaux vont être plus puissants. Ce que ça va te permettre, la clinique, c'est de contourner la distance géographique qui pourrait être une limitation à la personne qui voudrait participer. Le réseau social fait juste est-ce que tu veux participer puis tu fais le lien. Puis l'autre chose, c'est que vous êtes tous au courant de l'implantation de l'avis de grossesse. Donc, en tant que tel, l'avis de grossesse se fait en pré. Dans le fond, c'est la personne directe qui s'inscrit pour l'avis de grossesse maintenant. À la différence de Québec, on avait l'avis de grossesse quand la personne avait trouvé un prestataire de soins pour son suivi. Dans le cas des recherches avec les populations plus vulnérables, ça devient encore plus intéressant parce que souvent, c'est les gens qui ne trouvent pas de prestataire de soins pour faire leur suivi de grossesse, donc on les a beaucoup plus tard. Fait qu'il y aurait deux moyens. Les réseaux sociaux, c'est juste pour les amener à la clinique, dans le fond. Puis l'avis de grossesse pourrait être un autre moyen à discuter si vous pouvez, éventuellement, est-ce qu'on pourrait se servir de l'avis de grossesse pour ajouter un tag puis les ramener vers des projets de recherche intéressants. Je pense toujours à la question de la démocratisation, en fait, du recrutement. Belle proposition. Merci. Je vais passer à la question de Marc-André Sérard qui l'a écrit finalement dans le chat. Est-ce que mon son est revenu? Ah oui! OK. Bon. J'ai changé la version Zoom. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'avoir un feuillet explicatif pour le recrutement des femmes dans les cas d'infertilité, donc 10 de la population. C'est des populations particulièrement à risque pour tout ce qu'on va parler dans le reste de la journée. Donc, maintenant, à Québec, c'est presque tout procréat ovaux mélangés, sont fusionnés. D'avoir cette information-là distribuée aux fertologues pourrait faire en sorte que aux femmes, encore plus directement, aux femmes qui consultent les fertologues, ça permettrait d'avoir un échantillonnage de cette population-là qui, malheureusement, devient plus importante, puis effectivement, est plus à risque de plusieurs prééclampsies, etc. Donc, dans le 4000, si on pouvait avoir 40, 400, ça serait merveilleux. Mais pour ça, il faut les rejoindre. Fait qu'idéalement, il faut y aller pendant la consultation en fertilité. Fait qu'il faut y aller en amont, commencer tout de suite.
C'est un bon point. Gina, je ne sais pas si les femmes qui consultent, est-ce qu'ils sont recrutées quand même dans la plateforme, les femmes qui sont allées en fécondation du tronc, ou bien ils ne rentrent pas dans le... Pour le moment, ils sont exclus, en fait. Parce qu'elles arrivent pas au bon moment, puis qu'elles se retrouvent pas vraiment dans la clinique d'Emmanuel ou je suis de Québec non plus. Puis, il y a quand même beaucoup de particularités, comme c'est une cohorte en population générale, c'est quand même beaucoup de particularités liées à différentes méthodes de procréation assistée et à ses répercussions potentielles là, sur le développement, les issues de grossesse, le développement de l'enfant. Fait que Marc-André, c'est comme s'il faudrait avoir une petite cohorte à part, que des points de rencontre avec la cohorte principale, puis des modalités de recrutement différentes. Mais pour ça, ça nous prendrait un ou une de ton groupe de recherche là, qui travaille, qui prendrait ça en charge avec nous pour pouvoir les représenter. Mais pour le moment, c'est pas prévu qu'ils soient dans la cohorte principale. Okay, mais ça n'empêche pas que tout le travail qui a été fait sur les questionnaires prénataux peut convenir. Il faudrait ajouter toutes les questions plus spécifiques sur les méthodes de procréation, etc., que ton équipe et toi, vous connaissez beaucoup mieux que nous, là. J'ai la tâche ingrate de garder le temps. Et donc, je prendrais une dernière question de Marianne, qui a la main levée depuis longtemps. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir revenir à ce superbe grand projet et une contribution éventuelle du réseau à votre projet, comment on peut vous aider vers plus tard dans la journée, lorsqu'on va avoir des discussions sur l'ensemble des présentations. Marianne? Oui, bonjour. Bravo pour ce beau projet-là. C'est vraiment intéressant, puis beaucoup d'efforts que je devine en arrière de ça. Moi, je m'intéresse beaucoup, c'est une question, en fait, je me demandais, il y a plusieurs de ces femmes-là qui vont avoir un diagnostic anténatal avec un pronostic réservé. Donc, toute la question des anomalies congénitales. Moi, je suis chercheure en soins palliatifs pédiatriques dans le réseau québécois des soins palliatifs et de fin de vie, dans l'axe pédiatrie. Puis, on a un projet de recherche actuellement où on rencontre ces parents-là qui ont eu un diagnostic anténatal à pronostic réservé, puis on voit un peu leur processus informationnel, décisionnel, puis la trajectoire qui est différente d'un IMG, d'une interruption, versus des soins palliatifs pédiatriques qu'on développe beaucoup au CHUL. Je suis professeure à l'Université Laval. Donc, je me demandais ça, si c'était un intérêt pour vous, s'il y aurait des collaborations possibles. J'étais avec Vincent Couture en bioéthique à la Faculté des soins infirmiers. Puis, c'est ça. C'était une question, dans le fond, que je lance. Ces parents-là, qui sont quand même un bon nombre, qu'est-ce qui arrive quand finalement, il y a cette trajectoire-là, soit une MG ou le bébé est gravement malade? Gina, je pense que je vais te laisser répondre. Est-ce qu'il y a un protocole prévu quand il arrive un diagnostic comme ça? Bien, il n'y a pas de protocole prévu parce qu'on n'en est pas à l'étape de prévoir toutes les options de recherche, mais cette intervention-là que tu viens de faire est vraiment super intéressante parce que dans le fond, ce qu'on veut, nous, c'est que le plus grand nombre de chercheurs de différentes disciplines s'approprient le projet. Fait que si toi, tu t'intéresses à cet aspect-là avec ton équipe, ce qu'il faut faire, c'est discuter ensemble pour voir comment on peut servir un maximum d'objectifs scientifiques possibles. Puis des enfants, par exemple, ou des familles qu'on, évidemment, ne suivrait probablement pas en postnatal, là, compte tenu des pronostics, ben vous, ça devient votre clientèle, votre population d'intérêt. Donc, c'est exactement pour ça que, dans cet esprit-là, que la plateforme est conçue. C'est-à-dire que tous ceux qui vont lever la main et qui vont dire « nous, ça nous intéresse », on s'intéresse à ça en particulier, puis on va aller chercher des fonds pour contribuer. Alors, tout le monde sont dans le même bateau, puis on maximise nos efforts de recherche. OK, parfait. Donc, en tout cas, je vais rentrer en contact avec vous par la suite. Puis, c'est intéressant parce que c'est des activités inter-réseau, puis le FQRS aime ça aussi dans ce temps-là pour le bénéfice aussi de ces familles en périnatalité-là. Donc, bravo, puis on se reparle dans le fond. Merci beaucoup, puis bonne suite. Merci beaucoup. Merci Gina pour ta réponse parce que c'est exactement l'esprit
du réseau de favoriser ce genre de collaboration. Donc, j'espère encore une fois qu'on va pouvoir revenir sur comment on peut contribuer à votre projet. Maintenant, je vais vous présenter